Bienvenue pour cette première partie de soirée, avec une soirée donc en deux temps. Un premier temps autour d'une conférence avec Raphaël Costa de Beauregard. Je laisserai Michel présenter Raphaël pour cette conférence. Et puis un deuxième temps où on va pousser ensemble la porte de l'atelier du musicien de ciné-concert. Et on le fera avec trois praticiens, avec trois musiciens que nous accueillons ici de manière régulière, avec Michel Lehmann, avec Patrick Burgan et avec Mathieu Regnault, qui sont là tous les trois et qu'on pourra rencontrer tout à l'heure. Voilà, je suis particulièrement très heureux de vous accueillir parce que vous connaissez l'attention que la Cinémathèque de Toulouse porte à cette question du ciné-concert depuis très longtemps. On a été, la Cinémathèque fait partie des lieux qui ont relancé ce travail autour des accompagnements des films muets dans les années 80 en particulier, et qui ont commencé à faire circuler aussi des ciné-concerts en France, dans des lieux un peu différents. Et c'est vrai que on a toujours réfléchi à ce travail, et on l'a fait avec des musiciens de manière régulière, avec Michel et avec d'autres. Et c'est vrai que Michel a lancé cette année cet espace de recherche à l'université. Et bien évidemment, on a cherché à le faire ensemble, en partenariat. On a d'ailleurs vu une première étape de ce travail en janvier dernier, avec des étudiants et le travail qu'a mené Michel. Et ça s'est fait autour de Folie de Femmes de Stroheim, c'était en janvier, si je ne me trompe pas, donc ça fait quelques mois déjà. Et puis, c'est bien sûr une expérience qu'on va poursuivre l'année prochaine et qu'on va même intensifier. Michel nous parlera de tout ça. Mais c'est vrai que pour nous, c'est un moment intéressant où on peut peut-être nourrir cette réflexion, poser des questions ensemble. Et je pense que beaucoup de choses vont être dites ce soir et vont permettre aussi d'enrichir le travail des musiciens et de ceux qui, à un moment donné, sont confrontés tous aux mêmes questions, aux questions que pose la construction d'un film, que pose le rythme, la musique d'un film, même la respiration d'un film. Et tout ça, bien sûr, ils vont nous en parler en détail ce soir. Voilà, merci Michel d'être là. Merci aussi à Christine Calvet de l'IRPAL qui va animer aussi cette soirée. Et je laisse Michel rentrer un peu plus dans la présentation du contenu. Je vais être très bref, mais d'abord aussi exprimer ma très grande joie parce que ce soir est un événement important. Cela fait maintenant très longtemps déjà parce que ça fait plusieurs années que je travaille en tant que pianiste ici avec les films muets. Longtemps aussi que nous en parlons, que j'en parle avec Jean-Paul Gors aussi de cette possibilité d'aller un petit peu plus loin dans cet héritage important des ciné-concerts qui sont ici avec des musiciens qui reviennent régulièrement et qui donc au fil de leurs expériences et de leurs concerts ont, je dirais, une vision des choses et d'avoir la possibilité de nous retrouver, de travailler, de dialoguer avec les chercheurs, avec les universitaires. Bref, c'est quelque chose que l'Institut IRPAL, l'Institut de recherche pluridisciplinaire en arts, lettres et langues, cherche beaucoup à faire et avec des partenariats qu'il aime évidemment cultiver avec des institutions culturelles. Ce que nous faisons ici, c'est vraiment un moment important. Donc un moment de présentation aussi en deux temps avec une conférence et Christine Calvet vous présentera la conférencière. Ce programme de recherche à l'Institut, Christine et moi, nous en sommes les porteurs, les responsables scientifiques. Nous l'avons appelé ciné-musique, qui est un mot peut-être galvaudé, mais qui montre bien qu'il y a un lien entre cinéma et musique que nous aimerions un petit peu travailler. Et on s'est rendu compte que dans le champ de la recherche, notre approche que nous allons vous présenter un peu ce soir est assez neuve, donc elle mérite d'être creusée. Donc on va encore se retrouver peut-être avec d'autres événements comme ceux de ce soir pour vous permettre un petit peu de rentrer dans ces processus de création qui sont ceux des artistes musiciens qui accompagnent les films muets. Ce qui est aussi très bien, c'est qu'il n'y a pas que le programme de recherche, qu'il n'y a pas que simplement le dialogue avec les artistes, mais aussi ce volant avec les étudiants. Donc cette initiation que nous offrons aux étudiants de pouvoir eux aussi construire un accompagnement musical sur un film muet. On a donc eu le Stroheim, mais on aura 2 films l'année prochaine. C'est extraordinaire. Et vu ce qui est prévu, ce seront 2 moments vraiment très, très extrêmement importants. Voilà, je vais m'arrêter là, mais pour encore exprimer ma joie et aussi mes remerciements parce que ce partenariat, je crois, est fort. On a mis du temps à le mettre, on en parle depuis très longtemps, mais je suis vraiment content que l'obstination ce soir a sa récompense. Merci, merci. Et donc, je cède tout de suite la parole à Christine pour nous présenter la conférencière de ce soir. Merci. Merci Michel. Bonsoir à tous. Donc Raphaël Costa de Beauregard est professeur émérite de l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, agrégé de l'université, docteur d'État. Elle est l'auteur d'une thèse consacrée à l'analyse de l'image intitulée « Le portrait élisabétain dans l'œuvre de Nicolas Hilliard ». Raphaël Costa de Beauregard a dirigé de nombreuses thèses de doctorat dans les champs des études anglaises et du cinéma
et publié de nombreux travaux sous forme d'articles et d'ouvrages. Pour mémoire, outre sa thèse, nous citerons Nicolas Hilliard et l'imaginaire élisabétain, édition de 92, Paris CNRS, Le cinéma et ses objets, édition de 97, ainsi qu'un ouvrage majeur, Cinéma et couleurs, de 2009. Spécialiste certes de la Renaissance anglaise, son champ d'études dépasse largement la littérature britannique du XVIe siècle. C'est aujourd'hui pour sa connaissance du cinéma que nous avons fait appel à elle et nous lui sommes reconnaissants d'avoir accepté de partager ses lumières avec nous, d'autant que nous savons qu'elle travaille actuellement sur un ouvrage qu'elle consacre à l'étude du temps dans le cinéma muet. Raphaël Costa de Beauregard est passionnée de cinéma, muet, parlant, noir et blanc, mais aussi couleur. Elle est membre de plusieurs associations du domaine et a elle-même fondé en 1993 la Société d'études et de recherche sur le cinéma anglophone, la CERCIA. Aujourd'hui, la conférence qu'elle va nous présenter s'intitule « Les enjeux du ciné-concert pour une réflexion audiovisuelle à la fois historique et esthétique ». Bon, merci. Donc, d'abord, je voulais remercier les organisateurs, la Cinémathèque d'une part, et puis Michel Lehmann et Christine Calvet de l'autre, de l'Université Jean Jaurès, de m'avoir proposé cette intervention. En effet, je suis intéressée par le cinéma muet depuis fort longtemps, et j'adore venir au ciné-concert de la Cinémathèque. Alors, vous avez entendu le titre que j'ai choisi. Je suppose que vous êtes horrifiés par le nombre de tics qu'il y a dans ce titre. Et vous me pardonnerez si j'ai des tics moi aussi. Voilà. Donc, on va passer directement à quelque chose de très sérieux. J'espère qu'il serait temps. Alors, d'abord, le ciné-concert, j'ai choisi la première diapo d'ouverture pour rappeler qu'en fait, il s'agit d'un événement un peu historique. Alors, d'après Emmanuel Toulet, l'intérêt du ciné-concert comme un genre de spectacle remonterait à 1988, lors de la programmation à l'auditorium du Louvre, qui était une nouvelle salle qui avait été construite en dessous de la pyramide, un programme qui s'appelait « Cinéma muet en concert ». Alors, elle a insisté dès le départ sur le fait qu'il y avait deux démarches, une historique et l'autre esthétique, et c'est pour ça que vous avez mes tics dans le sujet. C'est la faute d'Emmanuel Toulet. Alors, je vais d'abord rappeler quelques principes très connus. Vous m'excuserez, mais la première partie est un peu historique et en même temps, je vais sortir des évidences. Mais j'ai derrière la tête une petite idée et j'espère bien vous convaincre que je ne me suis pas trompée. Et donc, ma petite idée, c'est que d'une part, Henri Bergson, en publiant L'évolution créatrice en 1907, posait la question de savoir, au fond, les sciences sont arrivées jusque-là et elles n'ont rien fait. Il va falloir se retrousser les manches et se mettre au travail. Donc, quelque chose comme ça. Alors, je vais revenir à ça plusieurs fois. Donc, vous allez me dire Henri Bergson. Et d'autre part, je pense, ayant travaillé sur le cinéma de René Clair, que d'une façon systématique, René Clair répond à cette question posée par Henri Bergson, qui est « les sciences nous ont amenés à ce qu'il appelle la pensée cinématographique », mais en faisant ça, en réalité, la science n'a pas répondu à la question essentielle qui, comme vous le savez bien sûr, est la durée. Et je pense que René Clair lui répond, lui renvoie l'argument, ils sont de la même génération, enfin, presque, hein, et surtout, René Clair est dans une position de répondre, puisque lui, il a les clés du cinéma, et je pense que lui, il fait une proposition audiovisuelle qui s'inscrit essentiellement dans cette durée. Voilà, donc ça, c'est le schéma de base sur lequel je vais revenir plusieurs fois. Donc, on va d'abord passer à ces fameuses petites répétitions de choses que tout le monde connaît. Donc, je suis allée regarder sur Internet, parce que maintenant, je sais me servir d'Internet, et j'ai trouvé pour ciné-concert un certain nombre de propositions. Donc, elles vont passer assez rapidement, puisque nous avons peu de temps à y consacrer, mais tout de même. Donc, en fait, la première que j'ai trouvée fait allusion au fameux Mickey Mousing, c'est-à-dire, en fait, une musique qui souligne l'action à l'écran. En fait, c'est un sujet de discussion qui est sans arrêt on va dire, sur le devant de la scène, ce qui fait que je me suis intéressée aux différentes interviews. Et alors, ce qu'on appelait à l'époque, on ne les appelait pas comme ça, bien sûr,
On les appelait des enquêtes. Alors, par exemple, en 1919, la revue Le Film a lancé une enquête qui s'adressait à des musiciens et posait 2 questions. Alors, vous allez me dire, écoutez, ces questions aujourd'hui, on se demande à quoi ils pensaient. Eh bien, figurez-vous que même aujourd'hui, on se pose les mêmes questions. Donc, je cite les questions de 1919. Y a-t-il pour la musique une voix nouvelle? Il s'adresse à des musiciens. Hein. Y a-t-il pour la musique une voix nouvelle en s'associant au cinéma? Les musiques de scène pour le théâtre sont-elles un modèle à suivre? Vous imaginez les réponses. Alors d'abord, on a des réponses de musiciens. Je vais en citer une. Vincent d'Indy, pour lui, le cinéma n'a rien à voir avec la musique, parce que la musique, c'est de l'art. Donc là, ce n'est pas la peine de continuer. J'ai plusieurs citations comme ça, je les abrège. Alors, la question du modèle de la musique de théâtre est totalement impropre. Alors, la réponse est amusante parce qu'elle est d'Albert Roussel. Alors, lui, il répond « Au théâtre, la musique de scène s'entend trop, ou ne s'entend pas assez. Ce qui ressort, c'est un bruit incertain et vague de violon en sourdine, une sorte de ronron inexpressif. » Bon, vous connaissez Albert Roussel, bien sûr, ça ne m'étonne pas qu'il ait pu prendre ce point de vue-là. Pour d'autres encore, le film n'est pas du théâtre, c'est simplement une pantomime qui est filmée. Alors, on ne va pas poser la question de la musique, de l'art. Donc il y avait ce côté-là. Et puis il y a aussi des réponses qui sont quand même, de notre point de vue moderne, actuel, un siècle plus tard, un peu plus, symboliques et intéressantes parce qu'elles ouvrent sur la suite qui va arriver dans les années qui viennent, qui suivent cette première enquête. Alors, d'une part, il y a un musicien, alors son nom, je ne l'ai pas relevé, mais il rêve, en 1919, du jour où le musicien pourra contempler à l'écran les visions stylisées de son cerveau. Lorsqu'un artiste sera représenté, par exemple, je vous donne en 1000, la chevauchée des Valkyries, qui sera une transposition de l'idée musicale pour une nouvelle forme d'art qui sera créée. Donc là, vous voyez qu'il ne manque pas d'ambition. Alors, si vous regardez les cahiers du cinéma de 2017, c'est-à-dire cette année, vous vous apercevez que quelqu'un comme Thierry Jousse pose les mêmes questions et propose des réponses qui sont assez semblables. Donc, je ne vais pas vous les lire, mais je vous conseille, bien sûr, d'aller regarder les cahiers du cinéma de mars 2017. Ils sont dans la bibliothèque. Et puis, enfin, ils ont le mérite d'être récents. Alors, il propose quand même une conception de la musique qui serait proche du Mickey Mousing. Bon, non. Hein, bon. Donc, on va s'arrêter là. Alors, il y a aussi les cahiers du cinéma de 1995. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui s'adressait, c'était un questionnaire qui s'adressait à des cinéastes. Donc, c'est le point de vue inverse, mais on a des réponses qui sont tout aussi, absolument complètes, hein, qui ne laissent pas de place pour un dialogue. Alors, les questions qui étaient posées en 1995, l'utilité de la musique pour un cinéaste, les codes de musique de film, une préférence pour un type de musique particulier et la place de la musique dans la bande-son. Comme vous savez que Michel Chion prétend qu'il n'y a pas de bande-son, il n'avait peut-être pas lu encore Michel Chion. Bon, on est en 1995. Alors, il y a un des cinéastes qui m'a intéressé. Il est perdu, voilà. Parce que, alors, il s'agit de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Osang, O2SANG. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. En tout cas, il est à la fois cinéaste et musicien. Et en 1995, il pense au contraire, comme le disait déjà Abel Gance, qu'il cite, que le film doit être une musique de lumière. Donc, je vous laisserai sur ces mots. Peut-être la suite de la citation. Il constate que la lumière et le bruit, qui sont mes deux sujets en fait, hein, sont les deux événements qui nous éveillent hors des mots, qui génèrent une imagination immédiate, hors de l'idéologie, hors de la durée sociale. Donc j'ai pensé que là, on avait quand même quelque chose qui était particulièrement, on va dire, stimulant. Alors, on va passer maintenant à un cours d'école, un cours de classe. Vous m'excuserez, je vais vite. Mais il y a une raison à ça. C'est parce que je pense que c'est ce type de choses à laquelle Bergson pensait quand il a utilisé l'expression pensée cinématographique. Donc, on va d'abord voir rapidement le problème des ombres, puisque la question qu'on va poser, c'est qu'est-ce qui se passe à l'image.
Au fond, quand on entre pour voir un film, le son, bon, après tout, hein, on connaît le son, hein, on sait ce que c'est, il y a du bruit dehors, on rentre, on bavarde avec son copain, son voisin, on se dispute pour les sièges, enfin bon, on sait ce que c'est que du bruit. Mais l'image, on ne sait pas du tout ce qui nous attend. Et donc moi je pense que ce qui nous saisit quand on rentre et qu'on regarde un film, c'est l'image, c'est ce qui se passe à l'écran. Je ne suis pas en train de dénigrer la musique, hein, cher musicien, cher ami musicien, mais bon. Hein. Alors, donc, pourquoi est-ce que l'image nous saisit? Bon, d'une part, je vous rappelle qu'il s'agit de projeter, non pas des lumières, mais il s'agit de projeter des ombres. Donc j'insiste là-dessus. Très rapidement, je vous rappelle que Léonard de Vinci parle d'ombre. Et quand vous parlez à des photographes, et le dispositif qu'ils choisissent, c'est toujours, le lien est avec les ombres. Quelles sont les ombres qu'ils vont projeter? Quelles sont les ombres qu'ils vont éviter? Quelles sont les ombres qu'il va falloir absolument surprendre, de telle façon qu'il n'y a pas de trou dans l'espace, à l'écran, qu'on sache bien que l'espace continue jusqu'au fond et revient, etc. Donc les ombres, j'insiste beaucoup là-dessus, ont été utilisées. L'éclairage en 3 points que vous connaissez tous et qui m'intéresse parce qu'en fait, ça veut dire que le spectateur est à la place de la caméra. Donc ce qui veut dire que par rapport au schéma que je viens de vous montrer, il est situé face à l'objet. Et donc c'est pour ça que vous avez ce fameux contre-jour qui donne à des objets auréolés. Hein. Donc c'est la position du spectateur par rapport au schéma de Vinci qui se déplace. Et alors c'est typique de la Renaissance bien sûr. Hein, je ne vais pas continuer là-dessus, vous connaissez ça très bien. Alors simplement, est-ce qu'on voit les choses comme il faut les faire? On l'avait dit. Ah bah non, tant pis. Merci. Parce que ce sont de vieux films. Et en plus, moi je suis un peu fauchée, hein, je suis prof de fac, donc j'ai pas des trucs très récents, super de bonne qualité. C'est un peu des trucs que j'ai piqués à droite et à gauche. Donc on m'excuserait pour la qualité de l'image, mais bon, hein, c'est l'idée qui nous guide. Bon. Donc on va passer à la suite. Alors le mouvement. Donc en fait, l'image, oui. Ah mais oui, bien sûr, Epstein. Ah là là, je l'oubliais. Alors. En fait, je voulais aussi poser la question de l'expressivité de ce fameux grand écran qui nous surprend. Et l'expressivité est liée au travail des ombres. Alors, en fait, je vous renvoie à Cœur fidèle, qui est de 1923, que René Clair cite très souvent dans Cinéma d'hier, Cinéma d'aujourd'hui, et qui pour lui est une sorte de modèle du travail de l'expressivité. Et il parle en particulier de la manière dont le vilain, celui qui est au milieu, comme vous le voyez, est défiguré par l'éclairage, un spot qui est en dessous du visage et qui le diabolise. Donc c'est un procédé très connu, bien sûr, qui a été utilisé par les expressionnistes, etc. Mais c'est pour montrer que dans Epstein, on l'a aussi. Et par contre, vous avez un plan de la femme qui le brutalise et vous voyez qu'elle est un éclairage où il n'y a pas d'ombre. C'est-à-dire on est devant un plan totalement blanc qui en fait, en refusant les ombres, s'extrait du réel et nous fait passer dans sa vie intérieure à elle, ses inquiétudes, etc. Et comme il a beaucoup bu, ce brave petit Paul, le vilain méchant, il y a des jeux sur la déformation dans des miroirs, des jeux d'anamorphose qui servent également à l'expressivité de l'image. Alors, on a aussi, et c'est plus intéressant, des plans d'extérieur donc qui sont tournés avec, on va dire, un éclairage dit naturel. Comme vous le savez, il est souvent bricolé, mais enfin bon. Et l'intérêt de ces plans-là, c'est qu'il utilise la surimpression. Et dans la surimpression, il y a toute une partie de l'image qui paraît soit effacée, soit en plein mouvement. Alors, par exemple, quand Jean pense à Marie qu'il aime, l'image surgit d'un seul coup dans l'eau. Et quand elle surgit, au moment où elle surgit, l'eau brouille l'image. Donc il y a tout un travail un peu comme une sorte de grattage, de travail pratiquement à l'encre ou à la plume sur l'image. Et là, on est dans de l'expressivité qui est quand même extrêmement efficace. Et comme vous le savez, dans ce film, à un moment donné, la malheureuse Marie cherche à se regarder dans un miroir avant d'aller trouver son amoureux. Et elle exhibe un petit morceau de miroir microscopique où elle ne peut voir qu'une partie de son visage. Et là aussi, on a une expressivité extraordinaire. Et donc je pense que là, l'écran devient tout à fait saisissant à cause de cette information qui pourrait être donnée, mais qui en même temps est sur le mode du refus. Parce que c'est aussi l'information qui manque.
hein. On ne voit que la moitié de son visage. Il y a des taches parce que le miroir a des taches, est fatigué, etc. Donc je voulais dire ça, bien sûr, et je m'excuse d'avoir oublié. Heureusement que Michel est là pour me surveiller un petit peu. Parce que... Bon, alors, on va passer maintenant au montage. Donc, pourquoi j'ai rappelé Muybridge, marée et lumière? Bon, essentiellement parce que je pense que sur, par exemple, les dessins de Muybridge que j'ai repris, c'est exactement ce que Bergson signifie dans l'évolution créatrice, quand il parle de la pensée cinématographique, c'est-à-dire le découpage en vue. Et pour lui, bien entendu, ce découpage en vue est à la fois la base de la science et une hérésie. Parce que pour lui, le réel, c'est la durée, c'est ce qu'on ne peut pas connaître. Et d'autre part, alors, il y avait le film de lumière, où Bergson insiste bien que ce n'est pas le réel, bien entendu, c'est une illusion du réel. Donc les scientifiques ne peuvent pas se servir de cet outil. Alors, vous voyez, ce genre de théorie est quand même à la base des premiers documents que nous avons sur l'origine du cinéma. Donc, c'est pour ça que je vous les ai rappelés. Plus intéressant peut-être, et là, Bergson n'en parle pas, le montage, ou s'il en parle, ça m'a échappé. Et donc, en fait, je voulais citer ici une séquence du film de Henry King, Tolerable David, de 1922. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que Pudovkin, comme vous le savez, les Russes ont découvert le montage avec un film de Griffith, Intolérance, qui était resté à Moscou et qu'ils ont découpé en petits morceaux et qu'ils ont analysé. Et Pudovkin, lui, avait vu Tolerable David et il a réussi à avoir une petite séquence. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, la théorie du montage telle que nous l'imaginons, elle est due à une analyse par rapport à un effet. Et je voudrais donc opposer ce que Pudovkin dit de cette séquence et ce que Henry King, en 1977, un monsieur très âgé, a expliqué à propos de cette séquence, comment il l'a tournée. Et on voit que là, il y a deux oppositions, deux points de vue opposés qui méritent d'être rappelés. Donc, d'une part, je rappelle ici, j'espère que vous le voyez bien, donc Pudovkin fait remarquer que la séquence commence par, finalement, nous montrer un mécréant. Hein, il le décrit, une brute dégénérée, je traduis de l'anglais qui vient de l'allemand et qui vient du russe, donc vous m'excuserez, mais enfin, une barbe hirsute sur le visage, et donc, d'un seul coup, son attention a été attirée par quelque chose. Donc, vous avez un plan serré sur son visage, et ensuite, vous avez ce qu'il voit, le petit chat. Alors, un petit chat au doux pelage, endormi au soleil. Pudovkin se régale là, hein, pour décrire son petit chat. Bon, ensuite, il repart à nouveau sur son monstre, son clochard, qu'il appelle un clochard du reste, ou un hors-la-loi, enfin bon, vous verrez ce que vous voulez en faire. Il prend une grosse pierre avec l'évidente attention de s'en servir pour détruire la petite bête endormie. Mais la bousculade d'un autre personnage qui porte des choses dans la maison l'empêche de réaliser son projet. Alors, donc, on a bien un montage alterné entre visage du personnage et ce qu'il voit. Et on a un retour au visage. Alors, vous me direz, bah, c'est l'effet Kuleshov, bien sûr, c'est-à-dire nous lisons sur un visage une expression qui est liée à l'objet qui est monté en alternance. D'accord. Mais Pudovkin, ici, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a deux objets. Il y a non seulement donc le visage qui est en alternance et qui nous permet de lire les sentiments du mécréant, du méchant. Mécréant, ça ne se dit plus en ce moment, on dit méchant. Bon. Mais il y a d'un côté le chaton endormi et confiant, qui connote l'innocence et l'ignorance, et puis la grosse pierre, qui est le symbole de la cruauté. Donc, il y a deux objets, et finalement, c'est ce jeu entre les deux objets qui intéresse Pudovkin. Alors, en fait, King a une explication très différente. Lui, pour lui, il raconte comment ça s'est fait. Il avait un acteur qui était très, très laid, mais qui était la bonté même. Et comment lui faire comprendre qu'il fallait qu'il représente un méchant? Alors, comme il ne comprenait pas du tout, King a inventé un petit scénario qui n'était pas du tout dans le scénario et pas prévu, et qui était, ben, je vais te montrer un petit chat, et il va falloir que tu prennes un air très méchant avec une pierre pour avoir envie de le tuer. Et moi, je filme. Alors, ça a été tourné comme ça, mais la séquence est restée dans le film après, parce qu'il l'avait tourné, puis ça plaisait, donc il l'a gardé. Alors, si on oppose les deux points de vue, ce qui est quand même très intéressant, et il s'agit bien du montage, c'est la même chose. Hein. Là où Pudovkin invente après coup un langage cinématographique, Henry King, lui,
s'était fondé sur une pratique de l'accessoire qui est emblématique et du geste appris par un acteur au cours d'une répétition. Cependant, dans les deux cas, c'est le montage alterné que nous comprenons, grâce au montage alterné que nous comprenons la naissance d'une idée, d'un désir, ici la méchanceté, cette chose impalpable et si réelle. Bon, alors, il se trouve qu'en fait, le montage, c'est comme tout ce qui est visuel, c'est très ambigu. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Je vais vous en donner un exemple. Oui, s'il te plaît. Merci. Alors, en fait, il s'agit d'une séquence d'un film de René Clair, À nous la liberté, qui est de 1932, qu'il a tourné après Sous les doigts de Paris en 1930-31. Il s'agit de deux prisonniers, Émile et Louis. Ils ont tenté de s'évader, mais Louis a réussi et Émile est resté en prison. Donc, vous avez remarqué que, en réalité, lorsqu'il entend cette chanson, il pense tout naturellement que c'est elle qui chante. Et de ce point de vue-là, ce film, cette séquence en particulier de René Clair, résonne comme un hommage à l'illusion du muet musical, où une musique enregistrée passait en même temps que l'image défilait. Et on acceptait tout à fait qu'une chanteuse, la voix de la chanson, ne corresponde pas exactement au mouvement des lèvres. Mais ici, on est en 1931, c'est-à-dire dans le contexte de l'arrivée du parlant. Et le spectateur qui vient voir le film, ça ne l'intéresse pas du tout que c'est un air de cinéma muet. Ce qui l'intéresse, c'est que ce soit absolument synchrone. Et donc, il y a eu des remarques dans la presse, comme quoi M. René Clair ne savait pas monter le son, était incapable d'avoir du son synchrone. Et ce qui est très curieux, c'est qu'au lieu de simplement laisser passer la chose, parce que c'était la preuve naturellement d'une ineptie et puis ça n'avait pas d'importance, en fait, il a rajouté un plan. Le plan c'est un phonographe, ça, du phonographe que vous avez vu, il n'était pas dans le film au départ. Il y en a un autre après, à la fin de la séquence, une fois qu'il sort, parce qu'entre-temps il s'évade et tout ça, et il sort, et là on a le phonographe. Donc il y avait une espèce de moment d'ambiguïté qui était lié au montage et qui était délicieux et charmant naturellement, et qui relevait naturellement du cinéma muet et des trucs visuels qui enchantaient les spectateurs dans les années 1900, 1910. Mais au lieu de ça, les spectateurs de 31, eux, ce qui les intéressait, c'est que ça soit synchrone. Voilà, donc il a rajouté ce plan. Et c'est quand même pas inintéressant, parce que du coup, vous avez deux fois le phonographe, et quand vous les comparez tous les deux, eh bien, c'est pas le même. Donc simplement pour rappeler que le montage, contrairement à ce que Prudhoffkin pensait, qui pensait que c'était une clé qui allait verrouiller et nous permettre de manipuler les spectateurs et leur apprendre ce que c'était qu'une idéologie convenable, apparemment, il y a beaucoup de spectateurs qui n'ont pas du tout été victimes de ce genre de choses. Alors, on va suivre un petit peu. Je voulais vous donner un exemple de cette fameuse distanciation ironique, c'est-à-dire un film de Jean Durand, que je vous recommande absolument. Les films de Jean Durand sont maintenant sur des DVD, on peut les voir, qui s'appelle Le Rembrandt de la rue Le Pic, de 1911, pour Pathé. Alors, pourquoi je vous le recommande? D'abord par l'histoire. Le fond Rembrandt, posé sur une chaise, s'est imprimé sur la robe d'une cliente qui est venue s'asseoir sans le remarquer. C'est assise sur le Rembrandt. Le client ayant acheté le faux Rembrandt, pour un vrai naturellement, c'est-à-dire très cher, est furieux. Pourquoi? Eh bien parce que le Rembrandt s'était imprimé sur la robe de la cliente qui, terrifiée, se lève et part en courant. Alors on a une course-poursuite dans tout l'immeuble
Et finalement, le film se termine par le découpage de la robe de la cliente dans l'atelier du peintre, et il l'encadre et il fait un deuxième faux Rembrandt avec. Donc ça se termine comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la structure, c'est la course-poursuite, ce sont les avalanches, qui sont les caractéristiques formelles de cet art du burlesque. Alors ici, je pense à un passage que je pourrais vous citer, j'ai apporté mon petit Bergson sous la table, où Bergson essaye de décrire ce que la science n'arrive pas à saisir, et il fait par exemple une description extraordinaire de formes qui se font et se défont, qui serait une manière pour lui de parler de cette fameuse durée. Or, si vous regardez ce film, vous vous apercevez qu'il s'agit bien de ça. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans cet art burlesque, et en particulier dans ce film, bien sûr, d'images qui se font et se défont, le Rembrandt. Elles sont instables, elles sont illusoires, chaotiques. Et dans l'évolution créatrice, Rembrandt a des pages extraordinaires sur le chaos, le désordre, comme étant finalement la chose importante qu'il faudrait arriver à capter et à saisir. Sous l'emprise d'une énergie incontrôlée, un art sous le signe d'une frénésie perpétuelle, auquel, comme vous le savez, Chaplin et Mack Sennett allaient bientôt développer les choses avec l'influence du cinéma burlesque français aux États-Unis. Donc je ne vais pas développer ça, mais en ajoutant le coup de pied au derrière, par exemple, Chaplin a évidemment fait une signature à lui sur un système qui était déjà bien en place. Alors, en fait, je pense que pour finalement arriver à mon argument final, le mieux serait de vous montrer, d'une part, ce qu'on a appelé le film d'art. Alors, certains d'entre vous l'ont vu 10 fois, mais peut-être je pars du principe que certains d'entre vous ne le connaissent pas, et donc j'espère qu'il y aura peut-être la joie d'une découverte. Vous allez me dire, l'assassinat du duc de Guise. Ah oui, je connais, 1908. C'est un film, pour la première fois dans l'histoire du cinéma, je vous garantis, j'ai travaillé dessus, je peux vous jurer que c'est vrai, la première fois qu'on composait de la musique pour un film, une musique qui ne pouvait pas servir à autre chose. On ne peut pas citer dans un autre film un extrait de la musique de Camille Saint-Saëns. Ça ne marche pas, parce qu'il y a une unité formelle dans sa composition musicale, mais bien entendu, c'était le film d'art, et donc il a été vilipendé, traîné dans la boue, jeté à la poubelle. Qui va parler de Camille Saint-Saëns aujourd'hui? Il n'y a pas si longtemps, on a joué quelque chose de lui. Je dis, c'était merveilleux. On m'a dit, mais qui est Saint-Saëns? Je n'en ai jamais entendu parler. C'est les effets de la vox populi. On n'y peut rien. Alors donc, allons-y, l'assassinat du duc de Guise. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va l'opposer ensuite à un film de René Clair, bien sûr, pour que mon argument tienne la route. Donc, le film d'art, la musique composée par Saint-Saëns répond d'une pratique séquentielle thématique. Donc, je vais suivre ici ce qu'on dit en 1908. Monsieur Camille Saint-Saëns écrivit presque note à note en présence de l'écran, où pour lui, on projetait le film, les pages musicales s'appliquant à faire coïncider exactement ces phrases avec le déroulement des scènes dans l'appareil. En fait, il s'agit quand même d'un article de l'Illustration qui est en train de vendre le film. Il ne faut pas se leurrer. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que Saint-Saëns a fait? Je veux bien qu'il ait regardé le film, mais c'est quand même quelqu'un. Il fait une pointure. Il avait mon âge quand il a écrit ça. Il y a une carrière derrière lui quand même. Donc on ne peut pas non plus dire « Ah ben oui, il a écrit ça comme un petit garçon en regardant les plans l'un après l'autre ». Mais enfin, bon, quelque part, il y a du vrai, certainement. Bon, alors là, je m'appuie sur un article de Philippe Gonin, si vous êtes intéressé par les références, je vous les donnerai après, où, en fait, il essaye de justifier justement ce qui fait l'intérêt de cette musique pour le film. Alors, en fait, il commence par analyser, bien entendu, ce qui pourrait être le côté opératique, c'est-à-dire l'ouverture. Donc, on va voir l'ouverture et le générique. Et puis, on va voir la première scène. On appelait à l'époque un tableau, mais bon, vous comprendrez que c'est l'équivalent de scène. Et quand on va voir ça, ça m'intéresserait que vous regardiez un petit peu les choses avec des questions qui se posent. Alors, en particulier, le premier tableau n'était pas dans le scénario au départ, a été ajouté par Lavedan. Et en fait, monsieur l'académicien Lavedan, Henri Lavedan, quand même. Bon. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une scène d'amour où le duc de Guise est avec la marquise de Noirmoutier. Excusez-moi pour les titres, mais bon, ça se faisait à l'époque, on avait des titres.
Et donc cette scène d'amour est quand même très intéressante parce qu'elle est en robe blanche. Et moi, je trouve qu'il y a des échos de Lady Macbeth, par exemple, ou des scènes de folie ensuite qu'on a pu trouver, parce qu'à la fin, le dernier tableau nous montre l'incinération. Alors ça, c'est un terme pudique. En fait, c'est pas ça. Hein. C'est le cadavre qu'on jette dans la cheminée et on a du mal à le faire brûler. Hein. C'est quand même plutôt ça. Hein. Bon. Et là-dessus, elle descend. Alors, elle arrive, bien sûr. Nous, on imagine qu'elle descend. Mais enfin, elle ouvre la porte et elle arrive. Et elle a cette robe blanche. Et avec ses gestes, elle exprime le désespoir, l'horreur, etc. Hein. Donc, en fait, il y a ce cadrage sur l'amour, sur l'importance, on va dire, des sentiments humains, qui va mettre en perspective le fait historique, qui est celui que tout le monde connaît, avec, bien sûr, le mot célèbre que tout le monde attend. Il est encore plus petit quand il est mort. Ah, c'est plus grand. Ah, excusez-moi, je m'étais trompée. Bon, alors, on va donc voir cette ouverture. Et puis ensuite, on verra 2 autres séquences très rapidement pour essayer de voir certains effets. Donc, très rapidement, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au caractère, on va dire, musical de cette partition, Philippe Gonin distingue ici un premier thème tragique. Alors, il y a toute une analyse que je ne vais pas vous citer parce que moi, je ne suis pas, comment dit-on, musicologue. Et donc, je ne voudrais pas m'embarquer dans des choses que je connais mal. Mais il parle quand même d'un premier thème tragique et d'un second thème de caractère plus épique. Alors, je pense que c'est en particulier le rythme. Hein. Et surtout, il fait remarquer le motif de l'amour qui vient au début du premier tableau. Et il va utiliser, donc Saint-Saëns va utiliser ces 3 motifs à la façon des leitmotifs. Et en fait, à l'époque, on ne s'en servait pas pour le cinéma, mais après lui, on va le faire. Parce que, au fond, c'est un emprunt à la musique d'opéra qui est devenu, on va dire, banalisé par le fait que Saint-Saëns l'utilise dans cette musique de film, qui a eu surtout une très grande influence aux États-Unis en particulier. Parce qu'aux États-Unis, quand on projetait le film, on avait un orchestre qui pouvait jouer la partition. En France, on était obligé de l'enregistrer sur un disque. Alors, il fait remarquer aussi qu'il y a des transformations et des réapparitions de ces motifs. Et en fait, il y a donc un sentiment finalement d'unité qui est lié à des thèmes rythmiques reconnaissables. Alors, il parle en particulier d'une cellule brève longue, c'est bien ça. Bon. Et alors, donc, reprise par, c'est pas un corps, tu m'as dit, c'est un hautbois, c'est une clarinette basse. Oui, mais les notes basses de la clarinette quand même. Ah bon, elle est grave. Bon, mais elle est grave alors. Je sais pas, la clarinette. Bon. Voilà. Donc, je voudrais que vous écoutiez maintenant la différence avec ce qui va se passer au moment de l'assassinat. Donc là, on a un tout petit extrait
Mais il y a un petit détail, j'aimerais bien que vous essayiez de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe du point de vue de la musique. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a un trou. Il y a un moment où Saint-Saëns a oublié de jouer de la musique. Il y a du silence. Et donc, ce qui m'intéresse personnellement, c'est que, comme la théorie sait que la musique d'accompagnement est une musique qui est faite pour ne pas être entendue, je cite Michel Chion, évidemment, ce qui se passe là, c'est que d'un seul coup, on écoute. D'un seul coup, on entend. On entend quoi? Là, on entend le silence. Et Michel Lehmann me disait, mais ça, c'est pas de l'opéra, parce que l'opéra, c'est pas possible. Bon, alors, figurez-vous que ça voudrait dire que peut-être que Saint-Saëns s'intéressait au cinéma, après tout. Après tout. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup ce petit silence, parce que d'un seul coup, il nous réveille de notre torpeur, de notre inconscient qui s'endort dans de la musique à laquelle nous sommes plus ou moins habitués depuis le début du film. On est sorti de là, et on tombe dans quelque chose qui est notre conscience du présent. Alors évidemment, c'est aussi un événement historique qui est illustré par cet effet. Pourquoi? Mais parce que, comme vous le savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il était petit pour m'amuser, mais comme vous le savez, il avait quand même une belle prestance, hein, ce Guise, quand même. Et quand il se retourne sur les assassins, il a été prévenu, il a une petite lettre qui lui dit qu'il ne doit pas y aller. Il se retourne, lui, il prétend, il n'oserait pas. Quand il se retourne, les autres, je ne sais plus comment on dit ça en français, ils se cachent, ils sont là, hein, c'est-à-dire en fait ils ont peur. Et donc c'est intéressant de voir que ce silence finalement est sémantique. Il est aussi lié à un effet de progression de la narration, etc. Tout en nous impressionnant du point de vue des émotions. Alors on va maintenant écouter un troisième extrait et vous me direz aussi ce que vous en pensez. Bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Personnellement, comme tu m'as présenté tout à l'heure comme une spécialiste de la Renaissance, quoi. Moi, j'ai vu la catharsis, c'est-à-dire qu'en fait, on a un spectateur dans l'écran, intradiégétique, qui réagit à l'horreur de la scène, puisqu'il n'y a pas participé. Il était caché derrière un rideau. Et donc, il est surpris par l'horreur du spectacle. Et en fait, donc, il prend en charge les émotions du spectateur. Alors, il y a certainement l'horreur. Et moi, je ne sais pas, j'avais sans doute inventé, mais bon, il me semblait qu'il y avait aussi quelque chose comme de la pitié, c'est-à-dire il y avait quand même les deux effets dont Aristote parle dans la Poétique, et que, si vous voulez, c'est l'hésitation entre ces deux effets, ces deux émotions contradictoires, qui est en fait rendue par le changement de musique, parce qu'il y a un net changement de musique à un moment donné. Voilà, je vois que tu as la gentillesse de ne pas me dire que j'ai tort, donc on va pouvoir passer à la suite.
Donc maintenant, que fait René Clair? Alors il commence bien entendu par écrire des choses terribles. En 1923, après la Première Guerre mondiale, période durant laquelle le cinéma français disparut au profit du cinéma hollywoodien, René Clair écrivait « Les auteurs des premiers films en 1900 ne se trompaient pas. L'erreur est née en 1908, avec les premières adaptations théâtrales. L'arroseur arrosé, cet ancêtre du film comique, naissait d'une conception purement cinématographique et autrement juste que celle qui enfanta toutes les adaptations de Dumas fils. Le film d'art fut une erreur. Faisons d'abord le film, l'art naîtra de lui-même. Il serait intéressant de renouer avec la tradition de 1900. » Donc en fait, il balaye d'un geste le film d'art 1908 et tout, on va dire, toute l'importance que ce type de musique a pu avoir, en particulier dans le cinéma américain. Et donc, c'est quand même intéressant de voir à quel point, finalement, pour René Clair, le cinéma, c'est les années 1900. Alors, on va voir deux choses maintenant, si je ne me trompe pas. D'une part, on a un deuxième extrait de À nous la liberté. Hein. Ah, et donc, on passe directement aux Belles de nuit? Ah bon, d'accord. Donc, alors de la Belle de nuit, on a deux extraits quand même. Bon. Donc, dans Belle de nuit. Alors, pourquoi Belle de nuit? 1951, 20 ans après. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 20 ans? Vous savez, à un moment donné, c'était la guerre, il était allé aux États-Unis, il a cherché à faire des films aux États-Unis, etc. Bon, il a eu pas mal de difficultés, mais bon, il n'était pas le seul, hein, Jean Renoir, pareil. Bon, enfin bref, en 51, alors il avait déjà tourné un premier film à son retour, et donc sort Les Belles de nuit. Quand j'ai vu ce film, j'ai rien compris. Je me dis, mais enfin, il était fou. Alors donc, je vous conseille de voir le film tout de suite, hein, c'est urgent. Et puis, après, je l'ai revu, après avoir vu Paris qui dort. Paris qui dort, ce film muet qu'on a diffusé ici en septembre. Et donc, pour des raisons professionnelles, oui, raisons professionnelles, j'ai travaillé sur Paris qui dort. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais il refait le même film dans Les Belles de nuit. Bon, alors c'est mon argument, je vais essayer de le démontrer. Donc on va regarder deux extraits. Un premier extrait qui se trouve tout à fait au début du film, c'est la première séquence, hein, c'est la séquence d'ouverture après le générique. Et ensuite, je vais essayer de parler un petit peu pour défendre mon argument en faisant le lien. Et ensuite, je vous quitterai sur un dernier extrait des Belles de nuit, parce que je pense que vous n'avez pas encore eu le temps de le voir. Je viens de vous le recommander, mais vous n'avez pas eu le temps de le voir. Donc. C'est pas la peine de m'attendre, tu ferais mieux de monter. Oui, papa, je monte. Roger, Patron, tu m'as pris la clé anglaise? Ouais, voilà. laissez-moi finir, allez. Je crois que ça y est. Vous entendez, ça va déjà mieux. Ça va même trop bien. Donc cette première séquence introduit la musique du piano et le son du klaxon d'une voiture. Les plans alternent entre deux espaces, le pianiste se plaignant du bruit et le garagiste se plaignant aussi du piano. Ayant été prévenu par d'une lettre, qu'il doit aller chercher à la poste, le jeune homme s'énerve parce qu'on ne lui a pas donné la lettre et dans son énervement, il termine au poste de police. Mais il est rapidement libéré sans avoir obtenu la lettre. Donc, du point de vue de l'intrigue, on a une petite intrigue en suspens, à savoir quand est-ce que cette lettre va refaire surface. Pour faire passer le temps, avant de retrouver la lettre,
dans sa chambre, puis dans sa cellule au poste de police, puis au café. Après, c'est le son de musique. Le musicien s'évade dans le rêve, à différentes périodes du passé, où, croit-il, la musique classique était plus appréciée qu'au moment où il se trouve. Nous passons ainsi de siècle en siècle, de film en film, de France en Algérie, et un de ses rêves le conduit à l'opéra au XIXe siècle, où enfin son opéra est joué. Donc dans son rêve, il vient pour écouter la représentation. Son rêve tourne au cauchemar, car une métamorphose de l'orchestre a eu lieu, et les outils du garagiste ont pris la place des instruments de musique. Donc c'est véritablement un cauchemar. Alors évidemment, du point de vue du spectateur, la parodie de la musique, on va dire la musique d'opéra, on est en 1950, est tombée en désuétude. Plus personne ne va à l'opéra dans les années 50, c'est vraiment tout à fait ringard. Hein. Et donc, en fait, je pense que là, il y a un effet de parodie qui est un petit clin d'œil aux spectateurs des années 50. Mais, comme Michel Lehmann en sait plus que moi, il me dit oui, mais en fait, il s'agit d'une référence à la musique des bruitistes composée par Luigi Russolo pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui veut dire que René Clair l'avait, cette séquence. Donc, on va la voir à la fin. Je vais simplement parler un petit peu avant parce que je voudrais faire avancer mon argument. Et comme Christine me dit que j'ai 1 minute, on peut peut-être passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, j'ai 2 diapos où je voudrais faire un petit peu de réflexion, si vous me le permettez. Alors, il faudrait quand même que je sorte mes 2 livres. Je vais apporter les livres parce que ça fait toujours très bien. Je me souviens que quand j'étais étudiante, j'étais un peu étudiante dans ma vie, pas très longtemps, mais suffisamment. J'étais très impressionnée parce qu'à la Sorbonne, les professeurs arrivaient et ils avaient leurs bouquins. Et alors ils faisaient comme ça, hein, il y avait un gag. Enfin, moi j'étais très impressionnée, je trouvais que c'était vraiment chic. Donc j'ai apporté mes 2 livres, ce qui fait que si vous me demandez les citations, je peux vous les donner. Alors, donc d'abord on va lire la première citation que vous avez. Donc il s'agit d'une citation de Bergson et qui, à la fin de son évolution créatrice, oppose science et mouvement. Hein. Je pense que le cœur de l'argument est là. Du reste, c'est ce que Deleuze, en 1983, fait. Parce que quand il veut écrire sur le cinéma avec image-mouvement, il est obligé d'aller chercher le texte de Bergson, qui était tombé dans l'oubli. Hein. Donc c'est quand même intéressant que le texte de 83 de Deleuze reprend cette idée. Donc en fait, chez Bergson, il y a une opposition entre science et mouvement, c'est-à-dire science qui serait la pensée cinématographique, c'est-à-dire l'humain, nous, pauvres humains, incapables de faire autre chose, et le mouvement qui, lui, est la réalité. Donc il parle par exemple de la science en disant que c'est une substitution du temps longueur au temps invention. Et pour lui, temps invention, c'est le réel. C'est ce fameux mouvement. Parallèlement à cette physique, Udu, et c'est intéressant, il est dans le souhait, il appelle à ce que quelque chose de nouveau naisse. J'espère que je ne suis pas en train de citer des... Non bon, ah oui, non, j'allais dire En Marche, mais bon, je ne l'ai pas dit. Donc je lis. Parallèlement à cette physique, qui fait remonter au grec, bien sûr, hein, n'oublions pas, eût dû se constituer un second genre de connaissance. Sur le flux même de la durée, la science ne voulait ni ne pouvait avoir prise, attachée qu'elle était à la méthode cinématographique. Plus loin, il continue, c'est à l'intérieur du devenir qu'on se serait transporté. Regardez ce conditionnel. Les moments du temps, qui ne sont que des arrêts de notre attention, c'est-à-dire des vues, eussent été abolis. C'est l'écoulement du temps, c'est le flux même du réel qu'on eût essayé de suivre. En habituant l'intelligence à s'installer dans le mouvant, on s'ouvrirait une perspective sur l'autre moitié du réel. Et il me semble que c'est le sujet de Paris qui dort. Exactement, en 1923. Donc je vous ai mis 3 plans de Paris qui dort. La méthode cinématographique à laquelle René Clair s'attaque dans ce film, son premier film, eh bien, elle est représentée, elle est narrativisée
avec par exemple le plan que je vous montre à gauche, avec le temps suspendu, une vue, et bien entendu l'action qui est suspendue en même temps, puisqu'il s'agit de courir après un voleur. Vous avez ensuite l'inventeur, le mathématicien, le savant, et on le voit déguisé avec une robe de chambre. Moi, je pense que c'est un clin d'œil à Delaunay qui était une phase très agressif à l'égard du cinéma. Donc, René Clair l'a habillé avec une robe de chambre en motif Robert Delaunay. Que fait-il? Il arrête le mouvement ou il le relance selon ses formules algébriques. Et donc, il est exactement dans ce que Bergson accuse la science de faire, c'est-à-dire d'arrêter les choses pour pouvoir en parler. Et oui, bien sûr, hein, mais en même temps, en parler, ça ne peut pas avancer. Parce que, et en fait, à la suite du film, si vous l'avez vu, il y a des tas de gags qui sont dans la tradition burlesque. Alors j'en ai mis un où on a deux, comment s'appelle-t-on, des hommes sandwich. Donc on les voit en parallèle qui marchent dans la rue. Et puis comme avec la reprise du mouvement, il y a des billets de banque qui se sont mis à s'envoler, il y a quelqu'un qui les a perdus, ils cherchent tous les deux à le ramasser et ils se tamponnent. Donc on est dans le burlesque, l'image qui change, le mouvement perpétuel et la déformation des formes, et surtout l'imprévu, qui est un mot-clé dans le livre de Bergson. Pour lui, l'imprévu, le hasard, mais surtout l'imprévu. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais on va passer à la deuxième parce que je voudrais conclure. Et donc, sur la deuxième diapo, s'il te plaît, je voudrais montrer la continuité de la pensée de René Clair. Parce que dans À nous la liberté, dont vous avez un plan à gauche, vous savez que ce film a été ensuite considéré comme la source d'inspiration du film de Chaplin, Les temps modernes, et il y a eu un procès, etc. Et René Clair trouvait ça tout à fait ridicule parce qu'il avait une grande admiration pour Chaplin. On a une usine. Il se trouve que c'est l'usine de Charles Pathé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se trouve que la musique de l'assassinat du duc de Guise, en fait, elle a été enregistrée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Qui l'a enregistrée? C'était Pathé qui l'avait enregistrée. Et c'est lui qui vendait la musique en même temps qu'il avait. C'est lui qui avait financé, enfin, produit le film. Donc, je pense qu'on est tout à fait dans quelque chose de cohérent chez René Clair. Et par rapport à donc cette régularité mécanique de l'usine, j'ai monté un plan, bien entendu, d'Entracte 1924, où au contraire, on est dans le désordre. C'est-à-dire que chaque pied, chaque bras se lève dans tous les sens et finalement retombe. Et il y a une page, oui, dans mon bouquin, là, L'évolution créatrice, il y a une page où Bergson dit, au fond, ce qui se passe dans le mouvement, dans la durée, c'est par exemple quelqu'un qui est allongé, on lève son bras et on le laisse retomber. Pour lui, c'est la force montante et descendante, des forces contraires, et le mouvement serait là-dedans, c'est-à-dire dans une forme de bras qui se déforme dans le mouvement qu'on lui imprime. Mais dans l'assassinat du duc de Guise, c'est ce qu'on fait pour savoir s'il est mort. On lève son bras, vous ne l'avez pas vu parce que j'ai coupé après, mais on lève son bras et on le laisse retomber. Bon, c'est un petit détail, mais vous avouerez que c'est amusant. Et donc, en fait, j'ai fini là. Ah oui, j'ai fini. Bon, eh bien, on va regarder la dernière séquence, s'il vous plaît.
J'attends vos commentaires. Et je vous remercie. Merci Raphaël pour cette conférence qui a intégré des éléments théoriques mais accompagnés d'exemples convaincants et qui se finit un peu sur un carnage. C'est risqué à côté d'un chef d'orchestre de passer ça. À qui je passe la parole pour la première question. Merci beaucoup Raphaël. Ma première question serait de rebondir par rapport à la citation de Bergson et peut-être aussi pour mieux la comprendre dans sa profondeur. Il y a quand même un peu cette opposition entre d'un côté le temps vu, donc le temps cinématographique, et celui qui est plutôt dans le mouvement, qui serait l'autre moitié du réel. Et du coup, ma question c'est, donc apparemment le ciné-concert, d'après vous, tendrait beaucoup plus vers cette dimension-là. Est-ce qu'à la fois c'est dû au fait qu'on a de la musique en continu et que donc là, en tant que tel, la façon dont vous avez décrit notamment mouvement, transformation, etc. C'est vrai que la musique avance beaucoup de cette façon-là. Hein, voilà, que ce ne sont pas des instants qui succèdent, mais c'est toujours du flux, c'est du mouvement. Donc, est-ce que, en gros, le ciné-concert renforce cette expérience-là parce qu'il y a de la musique et quelque part parce qu'il n'y a pas de parole, justement, qu'il n'y a pas de parole entendue et que donc, du coup, c'est cet énorme avantage que le muet et le ciné-concert sont terriblement bergsoniens. Oui, on peut peut-être dire ça, je ne vais pas te contrarier. Non, en fait, ce qui m'intéresse avec les citations de Bergson et la façon dont j'ai lu l'évolution créatrice, c'est qu'au départ, moi, je pensais que c'était une réponse à Darwin. Et donc, je m'intéresse beaucoup à Darwin à la fin du 19e siècle, etc. Et je cherchais, en fait, des réponses qui auraient été une manière de, si vous voulez, de reposer les choses. Et c'est justement comme ça qu'il a été lu. Parce que on y a cherché. Alors, par exemple, il a un vocabulaire. On lui a reproché son vocabulaire. Par exemple, il parle de l'âme. Bon, enfin, quand même, quand on est un savant, on ne parle pas d'âme. Hein. Et donc, on lui a reproché d'être un idéaliste. C'est-à-dire, en fait, une espèce de lecture biaisée où il aurait défendu le créationnisme, quelque chose comme ça, contre l'évolutionnisme, quelque chose comme ça. Hein. Et si vous lisez le livre, mais je veux dire tranquillement, hein, vous apercevez que c'est totalement faux. On lui a fait un faux procès. Nulle part, il n'est créationniste. Il est au contraire en train de s'interroger sur l'évolution. Alors, il y avait une chose en particulier qui correspond un peu à la question peut-être, et qui, moi, m'intéresse particulièrement parce que ça touche à la phénoménologie, c'est-à-dire en fait la façon dont nos sens sont alertés. Alors, par exemple, je ne l'ai pas cité là, mais en 1916, quelqu'un qui s'appelle Hugo Münstenberg, oula, mon accent allemand n'est pas très bon, qui avait été recruté par Harvard et William James, le frère de Henry James, a publié un livre qui s'appelle Photoplay, qui peut vous intéresser si vous voulez la référence, dans laquelle il utilise la psychologie alors la psychologie scientifique ou quelque chose comme ça, hein, c'est pas tout à fait ce mot-là, de l'école allemande de Wundt, W-U-N-D-T. Hein. Et il explique que finalement, au visuel, on réagit alors de façon simultanée, mais il en fait une liste, il faut bien les détailler. Donc l'attention, alors on a donc l'attention, la mémoire, l'imagination, c'est-à-dire l'anticipation en gros, et les sentiments, l'émotion. J'aime, j'aime pas. Et ce seraient les 4 affects ou les 4 réactions visuelles qu'on a devant l'image. Or, dans le livre de Bergson, il a des pages extraordinaires sur l'œil. Et il explique des choses que j'ignorais totalement, qu'en biologie, on analyse la naissance de l'œil comme étant une réaction à la lumière, c'est-à-dire une surface sensible chez des petites molécules. Ils sont tout petits, mais quand même, à un moment donné, ils sont sensibles à la lumière. Alors, j'ai quelqu'un qui est un physicien ici, qui sans doute me donner la réponse. Et du coup, il y a quelque chose, une sorte d'excroissance et de cristallisation qui se fait sur la surface. Et finalement,
comment dire, en insistant, en recevant davantage de lumière, etc., on a un œil. Donc il a des pages sur l'œil qui sont absolument fascinantes. Et moi, je pense que c'est la même chose pour le son. Et donc, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, enfin bon, je suis peut-être complètement nulle, mais moi je reconnais que de temps en temps, je pleure. C'est plus fort que moi. D'un seul coup, c'est affreux, quoi. Et qu'est-ce qui se passe, hein? Alors, quand j'écoute de la musique, bien sûr. Et donc, par exemple, alors, Lucie de la Mermour, puisqu'elle est au programme en ce moment. Alors, évidemment, je n'ai pas pleuré parce que je connaissais l'air par cœur. Mais quand même, hein, l'air de la folie, hein, quand même, c'est émouvant. Hein. Bon, donc, qu'est-ce que c'est qui se passe? Et d'un seul coup, alors c'est pour ça que j'ai attiré votre attention sur le silence. Parce que je pense que, par exemple, quand tu avais accompagné le film de von Stroheim, à un moment donné, je me suis rendu compte, bon, c'était de la musique que je connaissais très bien, c'était Brahms, je crois. C'était pas Brahms que tu avais employé? C'était pas le Stroheim, c'était le Dreyer. Ah bon, alors le Dreyer. Oui. En tout cas, ce qui était frappant, c'est que c'était de la musique que je connaissais très bien. Et d'un seul coup, à un moment donné, tu nous as donné quelque chose de synchrone. C'est-à-dire qu'il y avait un petit extrait où il y avait un effet de synchronie et c'était parfaitement synchrone avec ce qui se passait à l'image. Et là, j'étais touchée. Alors, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça dont parle Bergson. Donc, il parle de l'évolution comme ça. C'est-à-dire, à un moment donné, pour des raisons X, on est touché par une énergie. Alors lui, ce qui l'intéresse, c'est l'énergie visuelle, parce qu'il parle de la lumière. Et moi, j'aurais parlé là de l'énergie sonore, et bien sûr de l'énergie du toucher, naturellement. Rappelez-vous de la fin du film de Chaplin, comment ça s'appelle? Tu sais, quand il y a l'aveugle et qu'elle le reconnaît par le toucher, City Lights. Oui, pardon, les lumières de la ville, excusez-moi, c'est le titre anglais. Alors, en fait, il se passe là quelque chose, et c'est par le toucher, hein, que cette émotion, et alors avec cette émotion, il y a donc une sorte de cristallisation de la surface sensible, et ça fait du sens, ça produit quelque chose du sens. Bon, et dans le ciné-concert, pour répondre à ta question, je pense que c'est ça qu'on peut faire, et généralement, c'est ce qui est recherché d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a l'ambiance, créer quelque chose qui nous met en état d'émotion potentielle, parce qu'on peut être aussi très critique, on écoute. Hein, bon. Et puis d'un seul coup, on se trouve pris, on est pris au piège. Et la musique, le piano ou l'orchestre, je me souviens d'un accompagnement extraordinaire à l'accordéon. C'était le film sur la guerre sur Verdun qu'ils avaient passé à Sorèze. Et il y avait 2 accompagnateurs à l'accordéon. Et d'un seul coup, on était pris par ça, c'était absolument incroyable. Alors que finalement, on aurait vu que l'image. Hein. Et surtout, je te le dis, je crois, enfin moi, il m'est arrivé un truc extraordinaire. Je connaissais rien à tout ça. Et donc, j'arrive à Paris et je vais à la Cinémathèque. Alors, on était dans les années 90 à peu près, peut-être un peu moins, 87, quelque chose comme ça. C'est à peu près par rapport à la date dont parlait Emmanuel Toulet, c'est cette période-là. Donc je vais à la Cinémathèque, je vais au cinéma muet. Donc moi je rentre, à pas de loup naturellement, et je m'installe. Et on passe un film muet. Et moi, à un moment donné, il y avait 4 bons hommes qui cherchaient à s'asseoir tous les 4 dans le même fauteuil. Et des jambes, des bras dans tous les sens. J'explose de rire. Mais quelle faute de goût. Le silence qui était déjà là depuis le début du film, silence religieux. On regardait un film muet. Il ne s'agissait pas de... Le moindre souffle dans la salle aurait créé un scandale. Il fallait un silence absolu. Mais cette femme qui rit. J'ai trouvé que le silence après était assourdissant. Et en sortant, mais personne ne m'a parlé. J'avais la lèpre. J'avais fait du bruit pendant un film muet. J'adore. Parce que c'est tout à fait ça. Hein. Et bon, on a des textes du début qui disent « ça ne tient pas la route, c'est pas possible, on ne peut pas passer un film sans bruit, pas possible. Vous faites ce que vous voulez, du bruit, des cacophonies, n'importe quoi, ou de la musique éventuellement, mais pas le silence. » On peut donner la parole à la salle également pour une question. Volontiers. Vous avez des questions? Je veux dire, vous pensez que j'ai tort?
Si vous pensez que j'ai tort, il faut me le dire, hein, parce que je suis lancée là dans un truc qui prend un peu de volume, et si j'ai tort, il va falloir que je revoie mes batteries. Sur Relais Clair, vous pensez que j'ai tort? Mais ce qui est très curieux, c'est que l'article dont je me suis servi pour l'analyse du phonographe, là, le début, en fait, c'est un article de 2014, publié dans 1895, la revue de cinéma. Et au début de l'article, celui qui a rédigé cet article, qui est Alain Boillat, je ne sais pas si vous connaissez, il a publié un livre très connu, enfin oui, que moi je connais bien, sur les bonimenteurs. Je crois que c'est publié à l'Harmattan, il me semble. En tout cas, il dit que plus personne ne parle de René Clair. Alors, au fond, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on ait une rétrospective René Clair. Voilà, au fond, c'est ça que je voulais, finalement. Oui. Oui. Pardon? Question? Non? Pardon? Oui. Il y avait une question là. Non, c'est notre ami Franck. Oui, Il y a une rétrospective. Je serais ravie d'avoir une réponse, oui. Non, c'était pour signaler qu'il y avait une rétrospective de René Clair qui est prévue au TNT bientôt. Ah, voilà. Il y en a une? Ouais. 4 films. C'est déjà bien. 4 films. D'accord. Ah oui. Mais vous savez, j'ai fait de la publicité à un moment donné. Et quand je lançais un truc en publicité, vous étiez sûr que ça sorte. C'était... J'ai le nez. On connaît donc le secret. Oui, votre question? Il faudrait un petit micro peut-être? Là-haut. Non. Bon, Mademoiselle. je crois qu'on va peut-être... Non, elle a une question. Non, moi je veux tout. Ah. Et alors, tu aimes ça? Vous aimez ça, pardon, mademoiselle? Oui. Et le noir et blanc, vous trouvez que c'est agréable ou vous préférez la couleur? Bon, vous avez raison, les deux sont agréables. Mais vous aimez bien le ciné-concert, l'idée de faire de la musique sur un film muet? Ça vous plaît? Eh bien, écoutez, j'attends que vous composiez vous-même et vous allez nous créer une musique, d'accord? Oui, il y a pour les enfants, je sais bien, oui. Voilà. Oui. Ben, moi, j'étais à Pordenone, qui est en Italie, et il y a tout un ensemble d'enfants qui composent, qui inventent de la musique pour les films muets. Et j'ai entendu des choses tout à fait extraordinaires. Hein. Voilà, donc c'est à vous de le faire maintenant. On attend votre musique, d'accord? Dans la deuxième partie de cette soirée, à partir de 21h, on pourra voir et découvrir la méthode et les savoir-faire et les pratiques de musiciens qui accompagnent les films muets. Donc tu vas pouvoir apprendre. La pauvre, il faut qu'elle reste jusqu'à 21h. Elle va avoir sommeil. Merci. Ok. Bien, merci. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques instants à 21h pour la deuxième partie de cette soirée avec donc Patrick Burgan, Mathieu Regnault et moi-même pour vous ouvrir la porte de nos ateliers et vous permettre de voir comment nous trois, c'est pas un panel global, mais en tout cas comment nous trois, chacun de notre côté, nous affrontons le muet en essayant d'apporter de la musique. À tout à l'heure. Merci. Merci Raphaël.